Bienvenue dans Info Hebdo, l'info du Nord sélectionnée, recherchée, sourcée par nos journalistes de Média Ténois. Chaque semaine, ils vous expliquent les sujets qui ont fait l'actualité. Nouvelle semaine, nouvelle émission d'Info Hebdo. Autour de moi, 3 journalistes de Média Ténois par ordre d'apparition. Cristiano Pereira, Nelly Guidici et Élodie Roy. Salut vous trois. Salut. 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 Au programme de notre épisode d'Info Hebdo, on va parler santé en français, toujours malmenée, logements sociaux à Inuvik, construction d'hôtels à Yellowknife, conseil de l'Arctique qui fête ses 30 ans cette année et spectacle de chorale à Yellowknife. Alors, on commence avec toi, Cristiano, et un sujet bien redondant dans le Nord, la problématique de se faire soigner en français. À ce sujet, un audit indépendant sur les soins primaires en français au TNO est sorti et il dresse un portrait plus sévère que celui présenté par le gouvernement. De quoi parle cet audit ? Oui, alors c'était il y a quelques jours, le GTNO a diffusé un communiqué avec leurs réponses aux recommandations de cet audit, mais ils n'ont pas diffusé l'audit lui-même. Donc j'étais obligé de demander l'audit pour comprendre un peu plus. Et donc j'ai arrivé à la conclusion que le rapport lui-même dresse un portrait un peu plus critique que le communiqué du gouvernement. Donc le rapport il conclut que même si l'offre active respecte souvent les normes sur papier, l'accès réel aux soins en français reste inégal. On dirait même partiellement inefficace et trop dépendant de l'initiative individuelle. Et alors, qu'est-ce que l'audit reproche concrètement au système ? Oui, l'audit dit qu'il y a un écart entre l'affichage et la réalité, en gros. En clair, on peut voir dans l'hôpital des panneaux bilingues, recevoir même un accueil en français, ou même constater qu'un service existe en théorie, sans pour autant obtenir facilement des soins en français au moment où on a besoin. L'audit dit même que les patients doivent souvent demander eux-mêmes le service en français ou alors s'en remettre à la chance. Non? Le rapport il souligne aussi que le système repose encore beaucoup sur la bonne volonté du personnel au lieu de s'appuyer sur une structure vraiment solide. Mmh. Et alors, cet audit est important, ça on le sait, on le conçoit, mais pourquoi exactement ? Une manière de le lire, c'est qu'il montre que le problème ne se résume pas à la communication, à la signalisation bilingue. Donc le vrai enjeu, selon le rapport, touche aussi la capacité du système. Le nombre des travailleurs francophones, les répartitions, les procédures en place, et la constance du service d'un établissement à l'autre. C'est aussi intéressant de voir que le gouvernement approuve plusieurs recommandations sur la formation, l'interprétation et les rétroactions, mais se dit seulement partiellement d'accord avec les recommandations plus structurelles comme l'ajout du personnel francophone. Voilà. Alors, on quitte la santé maintenant. Autre sujet, le logement, autre sujet très important. Toujours au TNO, mais cette fois à Inuvik, des logements sociaux devraient être construits prochainement grâce à un financement annoncé par Ottawa et le GTNO. Qu'est-ce qui a été annoncé ? Oui, il y a quelques jours, Ottawa a annoncé près de 20 millions. C'était 19,2 millions de dollars pour aider à construire 40 logements sociaux à Inuvik, avec une petite contribution aussi du GTNO. Et donc, c'est dans un endroit qui s'appelle le Blueberry Patch.
très connu pour les résidents d'Inuvik, c'est vraiment en centre-ville. C'est un espace qui a été vide pendant... Le terrain a resté vacant pendant 20 ans, quelque chose comme ça. On parle de 20 logements de 2 chambres et 20 unités pour des personnes seules qui seront, voilà, quand tu vas être prêt d'ici en quelques années, qui seront intégrés au programme de logement social de logement TNO. Mhm. Pourquoi ce projet est-il important localement ? Oui, parce que ce n'est pas juste, ce n'est pas seulement une annonce de financement. Comme j'avais dit à Inuvik, le terrain de Blueberry Patch est un site connu, vraiment au cœur de la ville, et qui a été laissé en suspens depuis longtemps. Donc, cette annonce redonne donc une fonction concrète à un terrain vide depuis des années. La ministre responsable du logement, Lucy Kuptan, elle a aussi dit que ce réaménagement permettra de répondre rapidement aux besoins de logement à Inuvik et d'offrir des logements sociaux accessibles et très bien situés, vraiment au centre-ville. Voilà. Et alors, côté calendrier, est-ce qu'on sait quand les travaux vont commencer ? Non, ça par contre, pas encore. Pour l'instant, le GTNO et même Ottawa, ils ont donné le montant de financement, le nombre d'unités prévues, mais ils n'ont pas annoncé des dates précises. Donc on ne connaît donc ni la date de début des travaux, ni celle de la livraison de logement. Mais bon, il y a eu aussi la ministre Rebecca Auty qui a présenté le projet comme une étape importante pour transformer enfin le site de Blueberry Patch dans des nouveaux logements abordables. Et voilà. Mais pas de date pour l'instant. Pas de date, ok. Après la santé et le logement, le tourisme, 2 projets d'hôtels sont actuellement à l'étude à Yellowknife dans 2 secteurs différents de la ville. Leur apparition, quasiment au même moment, soulève une question. Est-ce que les promoteurs sont en train de lancer un nouveau pari sur le marché local de l'hébergement ? Alors, qu'est-ce qui ressort d'abord dans ce dossier, Cristiano ? Oui, alors c'est justement ça, avec une petite différence, un intervalle de quelques jours. On parle de 2 projets d'hôtels qui sont actuellement à l'étude ici à Yellowknife. Le plus important est porté par Nuna Star, ça veut dire le groupe qui a le Hotel Explorer, le principal hôtel ici à Yellowknife. Et donc, ils ont l'idée de construire un nouveau hôtel de 150 chambres à côté de cet Explorer ici. Ouais, juste donc, à côté. Oui. Donc, ce sera un Explorer numéro 2, on peut dire comme ça. Ce sera ça tourne pour la 49e avenue. Il y a aussi un autre projet, donc un autre hôtel un peu plus petit de 90 chambres qui est prévu pour la Old Airport Road. Pour ceux qui connaissent Yellowknife, ça va être dans un terrain entre le Canadian Tire et le Co-op. Voilà. Les 2 dossiers sont encore dans un stade de demande d'autorisation. Ils sont encore... Il n'y a rien de concret encore. Il n'y a rien de concret encore. Mais on peut dire que leur arrivée presque en même temps donne un peu l'impression que certains promoteurs voient un potentiel de croissance dans le marché local de l'hébergement. Et alors, toi, tu as parlé avec donc quelqu'un de Nuna Star. Qu'est-ce qu'on t'a dit sur ce projet ? Oui, j'ai parlé avec le directeur d'exploitation de Nuna Star, Ben Cox. Il présente ce projet comme un investissement à long terme à Yellowknife. Il dit que ce n'est pas une décision improvisée, ni liée à un seul événement précis, donc
parce qu'on parlait des annonces il y a quelques semaines de Mark Carney ici. Mais non, il dit que ce projet-là, c'est le résultat de plusieurs années de réflexion. Et bon, bien sûr, il a dit que l'UNESTAR voit d'un bon œil et avec beaucoup d'intérêt le nouveau intérêt du fédéral pour le Nord et les investissements annoncés par Mark Carney il y a quelques jours. Et ils disent qu'il reconnaît en même temps que la fermeture de les mines de diamants crée aussi un peu d'incertitude. On ne sait pas encore très bien qu'est-ce que ça va passer au niveau qu'est-ce que ça voilà. Qu'est-ce que ça va donner. Donc il a eu un discours un peu avec beaucoup d'optimisme, mais aussi avec beaucoup de prudence. Et alors, la question à 1 million, pourquoi ces projets arrivent-ils maintenant ? Voilà, c'est justement ça qui est intéressant. On ne peut pas encore dire, c'est très tôt je crois, on ne peut pas encore dire qu'il y a un boom en cours, un boom du tourisme, parce que voilà, même aucun des deux projets n'est pas encore approuvé. Mais ils arrivent à un moment où le gouvernement territorial vient aussi de publier un document que c'est la stratégie tourisme 2030, qui parle de croissance du secteur, d'augmentation des dépenses touristiques et du rôle très important aussi des voyageurs d'affaires. Ça veut dire tout le monde qui vient ici à Yellowknife tout le temps pour des congrès, pour des événements. Que c'est aussi beaucoup de monde. Donc, voilà, autrement dit, on peut dire qu'il y a un contexte qui peut aider à comprendre pourquoi des nouveaux hôtels sont envisagés. Reste à voir maintenant si les projets vont obtenir le feu vert et s'ils ont commencé à être construits bientôt ou non. Ce que c'est sûr, c'est que je pense que tout le monde le voit aussi, les gens ici de Yellowknife. À chaque année, on sent qu'il y a de plus en plus de touristes, très souvent. Oui, c'est quelque chose qu'on sent effectivement, que ce soit pour le business des aurores, il y a de plus en plus de monde. Voilà, c'est ça. Et donc, il y a aussi, on entend les conversations, parfois on lit surtout sur les réseaux sociaux des gens qui se plaignent, je ne trouve pas une chambre ni au Châteauneuf ni au Explorer pendant le mois de septembre, de mars. Donc, oui, on peut dire qu'il y a du espace pour des nouveaux hôtels ici. Oui, parce que le choix n'est pas non plus exponentiel à Yellowknife. Exactement. Merci Cristiano, affaire à suivre encore, j'ai l'impression de le dire à chaque fois, mais il y a plein d'affaires à suivre. Ah oui. On s'envole maintenant direction l'Arctique avec toi Nelly. Le Conseil de l'Arctique fête ses 30 ans cette année. Comment se sont déroulées les dernières années ? Alors, on peut dire que les 4 dernières années, surtout, ont été marquées par des remous, par quelques tempêtes. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en février 2022, vous en souvenez probablement, suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, toutes les activités du Conseil de l'Arctique, les tables rondes, les discussions, les groupes de travail avaient été suspendus et mis sur pause suite à cette invasion. Et la Russie, qui était alors à la présidence en plus du Conseil de l'Arctique, avait malgré tout, pendant les 14 mois où les discussions avaient été mises en suspens, avait organisé une passation de flambeau à la Norvège parce qu'il y a un changement de présidence tous les 2 ans. Cette passation avait été faite de façon virtuelle. Et depuis donc le 11 mai 2023, le Conseil de l'Arctique a repris ses négociations, ses tables rondes. Mais la Russie continue de participer, mais de façon un peu plus virtuelle, disons. Elle ne se rencontre plus vraiment en personne. Alors, j'ai eu l'occasion d'en parler avec Thierry Rodon, qui est professeur au département de sciences politiques de l'Université Laval.
Et lui m'a expliqué qu'en fait, malgré la suspension des travaux, la coopération s'est toujours maintenue. Elle s'est maintenue de facto parce qu'il n'y a pas eu de dissolution du Conseil de l'Arctique, il n'y a pas eu de cessation complète et de cessation définitive des activités. Et de toute façon, le Conseil de l'Arctique fonctionne par consensus. Donc, on parle plus d'une suspension et cette suspension finalement prouve que la coopération, même si elle est pas au même niveau qu'auparavant, c'est toujours plus ou moins maintenu dans l'Arctique. Donc il y a quand même eu pas mal de rebondissements ces dernières années au sein du Conseil. Et pour les États-Unis, quelle est leur position actuelle ? Alors, si la Russie fait figure un peu d'acteur, enfin d'État arctique avec lequel il faut y aller avec des pincettes, bah, c'est aussi le cas des États-Unis finalement, parce que comme on le sait, avec l'administration Trump, il y a eu beaucoup de déclarations tonitruantes sur l'annexion éventuelle ou un rachat possible du Groenland. Il faut savoir que c'est actuellement le royaume du Danemark qui est au Conseil de l'Arctique. Donc, c'est un peu un acteur actuel un peu compliqué. Les autres États s'adaptent un petit peu aux dires et aux volontés de cet État pour justement arrondir les angles et maintenir les discussions et la coopération en attendant qu'il y ait un changement véritablement d'administration, en fait, qu'il y ait d'autres élections et une autre présidence. Mais il faut savoir que les États-Unis ont toujours été plus ou moins réticents à l'idée de la création d'un Conseil de l'Arctique lorsque l'idée a été émise pour la première fois à la fin des années 80, parce que eux, ils pensaient vraiment que la création d'un tel conseil ferait double emploi avec d'autres instances, que ça exclurait les États non arctiques, alors que l'Arctique, déjà à l'époque, on se doutait bien que ça allait devenir un endroit d'intérêt pour tout ce qui est trafic maritime notamment et fret. Et puis de toute façon, les États-Unis n'aiment pas vraiment se contraindre par des institutions multilatérales qui apporteraient des contraintes qui forceraient l'État à prendre des décisions. Donc, dès le départ, ils étaient toujours un peu hostiles, mais ils se sont finalement intégrés au Conseil de l'Arctique et aujourd'hui, les autres États, les 7 autres États du Conseil font tout pour, oui, comme je le disais, arrondir les angles et maintenir la coopération en attendant qu'il y ait une nouvelle administration au sein de l'État. Et alors oui, donc ça fait 30 ans que cette organisation, cette coopération dure, mais est-ce que tu pourrais nous dire ce qui fait la force de ce Conseil de l'Arctique aujourd'hui ? Bah, il y en a plusieurs. Alors, on peut dire quand même que ces dernières années, le Conseil a fait preuve vraiment de résilience institutionnelle en maintenant les réunions en mode virtuel, mais en maintenant les discussions, les tables rondes, en maintenant le lien, même si c'est de façon virtuelle et plus en personne comme ce qui se faisait auparavant. Donc, on parle vraiment de résilience institutionnelle qui est l'une des forces du Conseil de l'Arctique, mais il y a aussi et surtout le fait que les organismes autochtones de l'Arctique, qui sont au nombre de 6 et qui sont des participants permanents au Conseil, ils ont vraiment, ces organismes, permis d'apporter une voix commune au peuple de l'Arctique circumpolaire. Et aujourd'hui, ils sont vraiment incontournables. C'est des contributeurs actifs et le Conseil ne pourrait pas fonctionner sans leur voix et sans leur présence autour de la table. Donc c'est vraiment ça les forces du Conseil aujourd'hui. Merci beaucoup Nelly. On conclut Info Hebdo par un spectacle à ajouter à votre agenda. Le 11 avril, certaines chorales de Yellowknife vont se réunir pour offrir une prestation au NAC. Alors Elodie, est-ce que tu peux nous expliquer de quoi est fait le spectacle Changemakers et ce qui le rend si particulier ? Absolument. Alors, le spectacle Changemakers est un spectacle musical présenté par la Société des chorales de Yellowknife, qui est multiple chorales qui vient tout ensemble. Le concept repose sur l'idée de la musique qui peut aider au changement social. C'est ça la grande idée, le point très important et particulier, je trouve. Et à travers de différentes chansons, le spectacle abordera des enjeux importants comme le racisme, l'homophobie et autres grandes transformations sociales. Mmh. Et est-ce que tu as des thèmes, des histoires qui seront abordées que tu pourrais nous raconter un petit peu là ? Oui, eh bien, le spectacle met
en lumière plusieurs luttes, mais une des histoires qu'on m'a partagées à propos de ce spectacle est, par exemple, une pièce assez importante, A Pine Point Story, qui raconte l'histoire d'Everett Klippert, désolée si j'ai pas dit son nom comme il faut, une figure assez importante dans la décriminalisation de l'homosexualité au Canada et en suivant ce mot de décriminalisation, a été jeté en prison il y a quelques années à cause de l'homophobie, malheureusement. Alors, quand même, une assez très importante. Ils pourront chanter des chansons à ce sujet et bien sûr, d'autres sujets seront abordés, bien sûr, comme je l'ai dit, mais je ne veux pas trop en dire non plus. Je veux garder la surprise. Mais l'objectif du Changemakers est d'aider les gens à vouloir participer, à apporter des changements, que ce soit avec des petites actions ou des grandes, ils veulent juste inspirer. Et ils passent ces messages par la chanson. Et alors, bon, avec tout ça, à quoi peut s'attendre aussi le public avec ce spectacle? Je dirais surtout une représentation chaleureuse et touchante, on va dire ça. Sur scène, on pourra retrouver, comme on a dit, 3 chorales communautaires, toutes composées pour faire la Société des chorales de Yellowknife. Et il y aura des personnes de tout niveau, des enfants du secondaire, tout comme des personnes retraitées. C'est vraiment une ouverture d'esprit côté âge et personnes. Surtout des chansons en français aussi, j'aimerais le souligner. Et les créateurs espèrent que les gens repartiront non seulement avec une appréciation musicale, mais une appréciation aussi des étapes qu'on a pu traverser. Donc, c'est le 11 avril, c'est ça. Donc, les places sont en vente sur le site internet du NAC ou bien directement sur place, comme d'habitude. Exactement. On va en apprendre en chanson. Le 11 avril. Merci beaucoup, Élodie. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Rendez-vous la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission d'Info Hebdo. Et d'ici là, bonne semaine tout le monde. Bonne semaine. Bonne semaine. Bonne semaine. Vous pouvez retrouver les articles au complet et bien d'autres en accès libre directement sur notre site internet à l'adresse mediatenois.ca. Le fil d'actualité est mis à jour quotidiennement. Pour ne rien louper, n'hésitez surtout pas à vous inscrire également sur notre site à notre infolettre pour recevoir votre journal chaque vendredi dans votre boîte courriel. Et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, cherchez Fil Info Ténois, et sur X, Blue Sky et YouTube, cherchez Média Ténois.